Dans quel merdier tu t'es foutu, Hubin? Le lit est prêt. Petite déprime. Hop là. Donc, contexte. Moteur, prise de Japon 2025 et action. Salut tout le monde, c'est Lubin et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi dans ma dernière aventure qui s'est déroulée donc au Japon sur une quinzaine de jours sur les pas de Kobodaishi. Kobodaishi, c'est un personnage assez mythique au Japon et il y a un pèlerinage de 88 temples qui l'honore. Et mon côté, le déclic a été de trouver une aventure qui me fait sortir de ma zone de confort. J'ai contacté mes amis et j'ai contacté donc une amie japonaise, donc Akiko. Et donc je lui ai expliqué que l'année prochaine, je comptais faire une transatlantique à la rame et qu'il me fallait trouver des défis pour me préparer donc à cela. Je lui ai envoyé un message et donc elle m'a envoyé ce pèlerinage en me disant que ça pourrait vraiment m'aider. J'ai fait des recherches et j'ai vu que ça coïncidait à mes objectifs. Donc j'ai décidé d'organiser tout ça depuis le mois de septembre, pour le temps de récolter les financements, de me préparer aussi pour une quinzaine de jours sur place. En termes d'organisation, je ne me suis pas vraiment préparé puisque je voulais vraiment sortir de ma zone de confort. Donc je ne parlais pas du tout la langue japonaise pour que je sois vraiment immergé sur place et que je sois en constante alerte, que je me débrouille pour trouver donc, des solutions. Donc après 27 heures de voyage entre l'avion, le bus et la marche, je suis arrivé donc à l'île de Shikoku pour mon premier temple à côté donc, du pont de Naruto. Donc je vous laisse avec cette découverte. Bon, après 30 heures de voyage, bus, avion, voiture et j'en passe, je suis enfin arrivé sur les pas de Kobodaishi. Donc là je profite des dernières lueurs du soleil pour faire cette vidéo et aussi trouver un abri pour dormir ce soir et enfin commencer à marcher demain. En tout cas m'organiser pour la première journée. Et la première ville se trouve juste derrière moi ici et ça va être l'objectif donc de ce soir. Bon allez, voilà, le premier campement pour ce soir est prêt. Je vais dormir juste ici là. Puis je suis à côté vraiment de la route et puis aussi du temple numéro 1. Et ça va être une première nuit un peu je pense bruyante mais on va voir ça. Premier petit plat, donc des sushis pour commencer avec des chips et des noix de cajou. Donc aujourd'hui ça va être petite balade d'échauffement, il faut que je fasse 14 km pour rejoindre l'auberge que j'ai réservée pour ce soir. Parce que les températures ne me permettent pas de vraiment dormir ce soir à la Belle Étoile. Je vais manger tout ça et puis on va commencer par les premiers temples et les premières rencontres. Bon allez on y va. Bon voilà, on commence cette journée sous la pluie. Je vais devoir obligé de mettre mon poncho. Donc voilà. Pour cette première journée au Japon, je suis parti à la découverte des 3 premiers temples du pèlerinage de Kobodaishi, qui en dénombre 88 sur un parcours de 1200 km. Je viens d'arriver au temple numéro 3 de la journée et puis aussi du parcours. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc on va aller voir ça, ce qu'il y a, et puis voir si on peut discuter, pourquoi pas, avec des habitants ou des locaux. J'ai été émerveillé par l'architecture traditionnelle ainsi que le calme des lieux qui s'en dégagent. Une ambiance assez atypique pour un petit breton comme moi. Bon j'ai trouvé une maison style Normandie au fin fond du Japon. C'est pas rigolo ça. Donc vraiment une architecture typique française. Par la suite, un couple de Japonais intrigués par ma présence m'ont gentiment aidé malgré la barrière de la langue, pour me diriger vers la ville suivante, Tokushima, afin d'y passer la nuit. Oui, je visite les temples. Je vais m'arrêter ici, merci beaucoup pour les informations. Et je vais vous laisser sur une bonne journée. Là, je viens de passer au magasin, j'ai pris des mochi, avec des mandarines et une petite bouteille d'eau. Mais là, le jet lag fait son affaire. Là, je suis vraiment petite déprime de savoir qu'est-ce que je fous là, quoi. Mais ça va bien se passer, il faut juste que je me reprenne et puis que ça se passe. Et qu'après, on verra bien ce que ça donne. Mais bon, là, je vais goûter déjà les petits mochi. Et puis on verra ça. Bon, allez, l'aventure continue. Voilà, je vous reprends, je parle pas trop fort, je suis dans ma capsule pour vous dire que le jet lag a eu raison de moi. J'ai dû dormir ici, donc à l'auberge.
je devais continuer mon chemin puisque j'avais pas beaucoup de temps et j'avais aussi malheureusement un sacré gros jet lag. Donc il fallait que je m'habitue déjà à la barrière de la langue, plus le côté jet lag avec le décalage horaire qui m'a beaucoup perturbé. Et je suis parti donc vers les montagnes pour découvrir un temple assez caché. Et donc je vous laisse découvrir donc ce fameux temple dans les montagnes. Bon me voilà à côté des montagnes japonaises. Donc j'ai à peu près 3 km aller, donc 3 km de retour, donc 6 km à parcourir. Parce que par la suite je dois reprendre le bus donc à 18h, donc pas si longtemps que ça, pour aller à Minami, donc un peu plus dans le sud de l'île. J'ai une bonne route avant d'atteindre le temple. Ça fait penser un peu à l'Ariège avec ces montagnes. J'ai quitté un peu la ville pour rejoindre vraiment un coin un peu plus reculé. Je suis bientôt arrivé au temple et comme vous pouvez le voir, il n'y a strictement personne. C'est vraiment super calme. C'est une ambiance un peu spéciale, mais j'aime beaucoup. Puis on est vraiment là en pleine nature du coin, avec le vent qui fait bouger les arbres et les bambous. C'est une ambiance assez mystérieuse. Le temple numéro 21 du pèlerinage de Shikoku est un sanctuaire hors du temps. Il a été fondé au 9e siècle par Kobo Daishi. Il fut son refuge pour la méditation. Surnommé le Grand Dragon, il veille sur les Henro entre brume et cèdres centenaires dans une atmosphère mystique où résonne encore l'écho du bouddhisme exotérique. Donc là maintenant j'attends le bus, on va direction Minami et regardez encore, la ville est super calme, coucher de soleil, c'est vraiment très spécial comme ambiance. Vous vous retrouvez tout seul, surtout qu'il y a du monde autour et qu'on les voit pas jamais. Avec une personne, donc voilà. Bon allez, c'est parti et puis gros dodo. Après ce temple, je me suis orienté donc vers le littoral. Donc je suis descendu dans le sud, vers Minami, où le 23e temple était représenté. Donc ce jour-là, il y avait beaucoup de monde, puisque tous les ans, en début d'année, les Japonais et les Japonaises vont dans les temples pour savoir s'ils vont passer une bonne ou une mauvaise année. Et mis à part ça, donc le temple était vraiment bondé, mais la ville était complètement vide, je veux dire c'était très tranquille, une ville de pêcheurs avec, il n'y avait pas un chat quoi, je veux dire c'était quelque chose d'assez contrasté entre les grandes villes japonaises et là les petites villes de l'île de Shikoku. J'ai vu un magnifique lever de soleil parce qu'on est quand même au pays du soleil levant, donc il fallait que je trouve un spot pour ça et je pense que je l'ai trouvé ici parce que j'ai vu une Fata Morgana et puis avec aussi des pêcheurs qui étaient sur place, donc c'était vraiment une atmosphère assez hors du temps que je trouve et que ça m'a émerveillé de retrouver ce genre d'ambiance. Donc après mon passage à Minami, j'ai refait mon sac et je suis reparti sur les routes pour une marche de 42 km, donc l'équivalent d'une marche quotidienne pour un pèlerin entre 30 et 40 km. Donc j'ai fait cette marche en à peu près 8 heures, le temps de marcher, de manger, de faire des photos, des vidéos, donc ça a pris un peu de temps. Et donc au cours de ces 42 km, au début j'ai vraiment apprécié cela, mais plus j'arrivais à la fin, psychologiquement parlant, je me fatiguais. On se dit il y a 2 km, là j'en peux plus, alors qu'en amont j'allais super bien, mais c'était le côté un peu plus psychologique. Bon, j'ai encore 4 km à parcourir avec ce tunnel infini juste à côté là. Je pense qu'il fait un bon 600 mètres, 1 km, donc voilà, j'ai encore 4 km, mais c'est parti! Que le mental a aussi une place importante dans ce genre d'activité physique. En tout cas, moi aussi je vais dormir. Et puis on va voir ce que demain nous réserve. Et peut-être une rencontre inattendue, on sait pas. Mais il faut que je trouve vraiment quelqu'un pour pouvoir discuter et puis échanger. En tout cas mes pieds ça va. Après 40 km, ils sont encore là. Ils sont bien lisses. Donc voilà, bon allez, je vais manger. Donc après ce passage, je devais reprendre mon chemin pour continuer donc ce pèlerinage. Et le matin, j'ai rencontré donc un Américain. On a pu se croiser, mais sans vraiment se parler, donc à l'auberge à Minami. Hello, yes, you are Chris. Yeah, nice to meet you. Enchanté, enchanté. How are you? Yeah. Et cette rencontre, elle a été quelque chose d'assez importante puisque lui, il faisait donc le pèlerinage en entier, il restait donc plusieurs mois sur place. Donc j'ai pu l'interviewer et d'avoir un peu son point de vue de ce chemin. Donc je vous laisse avec l'interview de Chris. Yes, my name is Chris Axel from the United States. Why am I doing the pilgrimage? Well, originally I came here to do it with my wife, and after 2 days in Japan, we decided that we are not going to be married anymore. So now
I'm doing the pilgrimage by myself just to see. I can do it at my own speed. I can see how my body feels, and now basically my entire future is different. So I just have time to think about what the rest of my life is going to be like. Yeah, how am I able to walk 30 kilometers a day? So yeah, like your body can get used to walking pretty quickly. So physically, it's hard, and I think mostly it's just like your feet that hurt. So, you know, every step, you feel a little bit of pain in your feet, and you just, you know, in your mind, like you have to get to where you're going that day. I have to get to my lodging. So it's just, I just have to be strong mentally and just do it. Like I kind of don't have a choice. Like once you choose where you're going to stay, you have to get there. What is the feeling I've gotten since I started walking the pilgrimage? So I think the biggest thing that you feel is there's just so much support from the people here in Japan that run the lodgings and are feeding us meals. Like whether they speak Japanese or not, they just want to help us be able to do this. And then also I'm sharing my story with friends of mine at home, and I'm just getting all kinds of support from them as well. So I just feel like completely supported by other people while I'm doing this. And it's interesting because it's something that I'm doing alone, but I feel more supported doing it than I do at home. Well, I would just say I think it's incredibly important to be able to take time away from your normal life. Whether, you know, I have 9 weeks here, and if it's not possible for you to take 9 weeks, at least get 2 weeks, the 3 weeks away from your normal life, like one time a year, so that you can just get some space and just think about, what do you think about your normal life? And you have to get far enough away from it to really be able to think about it. And then when you get away and you come back, you can look at things that you like or things that you don't like about your regular life, and then you can do something about them instead of just being stuck with it like year after year and always there, always doing it. I just think it's massively important to get a break from your life that's at least 2 weeks long. À la suite de ces rencontres, on a dû se séparer puisque lui, il avait beaucoup plus de temps que moi. Moi, je n'avais pas ce temps adapté par rapport à mon budget que j'ai pu avoir en amont, puisqu'il me manquait donc ces rencontres avec la population locale. Et j'ai commencé à lever le pouce et à attendre que des personnes s'arrêtent. Donc j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui se sont arrêtées, qui m'ont envoyé plus dans le sud de l'île, vers Morento. Arrivé à Morento, je suis arrivé donc en fin d'après-midi. Je n'avais pas de moyen de trouver donc un hôtel avec mon téléphone, quoi que ce soit, parce que j'avais cassé mon téléphone. Donc il fallait que je me débrouille et que je trouve une auberge qui pourrait m'accueillir. Je viens de trouver une petite auberge pour ce soir. Je me suis acheté des affaires là pour manger et puis même aussi pour demain pour la randonnée. Je filme. Voilà, il y a une alarme là actuellement, je sais pas d'où, c'est quoi. Attends, j'y vais papa, je suis avec toi. Non, je suis pas tout seul, attends, j'y vais. De quoi? Attends. Je prends mon passeport. Donc voilà, en fait, je ne savais pas en fait ce qui se passait, puisque ça parlait japonais. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui se précipitait dehors ou quoi que ce soit, donc je ne me suis pas vraiment inquiété. Et le lendemain matin, mon père m'a rappelé et il a dit qu'il avait vu sur les informations qu'il y avait eu une alerte tsunami, puisqu'il y avait eu un tremblement de terre au sud du Japon. Ça m'a un peu choqué, puisque je me suis dit, si ça serait passé réellement, comment j'aurais pu savoir qu'il y a eu une telle alerte, parce qu'il n'y a pas de traduction en anglais ou c'est que vraiment japonais. Et en parlant de cela, l'ambiance sur place, elle est vraiment assez spéciale, puisque partout dans les villes, notamment proches de la zone côtière, il y a beaucoup de structures anti-tsunami qui ressemblent à des grands parkings
avec des panneaux qui indiquent à tous les 100 mètres, 200 mètres, un point haut pour pouvoir donc s'abriter en tant qu'Européens, parce que nous on n'est pas vraiment amenés à être alertés comme ça, alors qu'en plus il y a des risques aussi de tsunami en France, notamment en Méditerranée. Donc j'ai trouvé ça quand même bien amené, puisque eux ils sont préparés, ils ont tout un dispositif pour protéger donc cette population, mais aussi d'un côté ils sont dans une ambiance où du jour au lendemain il peut y avoir une catastrophe naturelle et tout peut s'arrêter. Donc c'est vraiment deux à côté assez perturbants. Et donc à Morento, il y avait donc deux temples en particulier, dont un qui était perché en haut d'une montagne. J'ai pu trouver donc un stop, un papy qui m'a amené. Et ça a été une deuxième rencontre qui m'a beaucoup marqué, puisqu'il voulait m'aider, il m'a orienté donc vers sa fille qui avait fait donc ses études au Canada. On a pu échanger ensemble et donc je vous laisse avec cette rencontre d'un jour en stop. Ça va être rigolo. Là, je monte dans les montagnes, on va voir. Tac. Alligato, alligato. ちょっと待って待って。あちょっと追ってよ。Ok, 追い ok, ok. Hello, how are you? Nice to meet you. My name is Lubin. My name is Yosuka. Arigato. ありがとうございます。Where are you from? I'm from Brittany. It's west in France. What's your name, man? あ、高尾。 Takao. はい。 Takao. It's a nice man. It's a very good welcome. Thank you. 年は何ぼで。 How old are you? 21. 21, very young. Hey. 21歳、21歳。 21。おお。若い。若い、very young. 頑張って。 Arigato. ありがとう。 Merci beaucoup. And have a good day. はい、Have a good day. Merci. Have a good trip. See. Hop là. Une belle petite affiche pour faire du stop, pour aller jusqu'à Aki et peut-être trouver un nouveau téléphone pour la suite du voyage. Et arrivé à Aki, je devais trouver une nouvelle auberge encore, et donc j'en trouvais pas, et je cherchais, et je suis arrivé dans une auberge, j'ai sonné, il n'y avait personne. Et au moment où je partais, deux voitures sont arrivées, et donc c'était la propriétaire donc, de l'auberge, et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils m'ont dit à 3 minutes près, on ne t'aurait pas donc, accueilli. Là ça a été une autre rencontre assez marquante, puisque quand la propriétaire préparait donc, ma chambre, à demain, ciao. La vieillesse. Pour passer la nuit, j'ai pu discuter avec le fruiticulteur et je lui ai demandé si je pouvais donc découvrir son exploitation et un peu sa culture. Il m'a dit oui avec un grand plaisir. Donc j'ai pu m'immerger dans une famille que je vous laisse découvrir cette rencontre qui a été assez atypique. はじめまして、高知県東部安芸市の大北果樹園大北勝と言います。今日はルヴァンからインタビューを受けるということでよろしくお願いします。僕の住む安芸市は柚子と、柚子の生産量、あとナスとか野菜がいっぱいたくさん育てられてるところで、おばあちゃんの畑を引き継いで、3代目になります。で僕が育てているものは、柚子とプンタンと、他オレンジポンカンとか、あといろいろ30種類ぐらい育ててますけど、一番大事にしてるものはおばあちゃんから引き継いだものを、次の世代にこう伝えていくっていうところで、地元の、果樹園を、引き継いでこれから、世界、全国に僕の果樹園を知ってもらおうっていうところの今自分がやりたいこととしては
やっぱりこの自分の住んでるこの秋市の、いいものをやっぱりたくさんの人に知ってもらうっていうところと、ちゃんと次の世代に自分の土地を引き継いでいくっていうところがあります。なのでちゃんといいものを、安心安全なものを作ってですね、自分の、こだわったものを文旦とか柚子もそうですけれども、たくさんの人に知ってもらう。あとその土地を次の代がしっかり引き継いでいけれるようになることが僕の理想と思っています。またルヴァンにも言いましたけれども、来年、フランスの方に、ワインの収穫に修行に行きたいと思ってます。やっぱりこの土佐文旦、これですね、土佐文旦っていうこのものがやっぱりルヴァンも言っていただいたようにワインに近いようなその土地の風土にすごくこう左右された作りになってます。なので実際フランスとか、世界各国いろいろ行ってみたいんですけれども、そういう風土に、風土の中でどんな風な人たちがどういう風な気持ちで作っているかというところを学んだら、もっといいものがいいクオリティのものができるんじゃないかなというところと、やっぱり世界の人たちといろんな話をする中で自分の価値観ももっと広げていきたいなと思っています。これから仕事も頑張っていきたいと思います。なので皆さん四国、東京とか京都とかいろんなところありますけれども、ルヴァンのように四国に来ていただいて、高知この秋にも来ていただいたら案内しますので、またお待ちしております。ありがとうございました。Donc après Aki, j'ai fait une grande ville, donc Kochi. Je suis resté donc 2 jours sur place à découvrir donc cette ville. Là, on est à Kochi et je suis avec Messieurs et on est en train de tester donc les nourritures typiques du coin. On va essayer ça, puis après on va se balader en ville et voir ce qu'on peut trouver dans le coin. Let's go. Pas forcément pour mon côté préparation, mais là juste pour faire un petit moment de pause, de voir autre chose que la campagne. Après Kochi, je me suis dirigé vers Hoboken. Hoboken qui est un grand lieu naturel en pleine montagne avec une rivière qui passe, donc ça fait vraiment penser au Ghibli. Dans quel merdier tu t'es foutu, Lubin? Regardez-moi cette forêt, puis derrière, c'est vraiment raide. Mais là, je vais avoir 2 heures de marche à peu près et pour aller voir un point de vue. Donc je vais voir ça, mais en tout cas, c'est un très bon entraînement parce que là, tout est raide et c'est assez glissant en plus. Donc ça fait penser un peu à la forêt de Brocéliande. Je sais pas si vous voyez l'arbre juste derrière. C'est un peu abstrait par rapport aux autres. Mais en tout cas, ouais, la forêt est assez jolie. Et puis maintenant, le défi, c'est d'aller jusqu'au bout. Parce que j'ai mon pied un peu vide vrac après ces kilomètres de marché durant ces plusieurs jours. Mais en tout cas, ça vaut le coup, je pense, d'y aller. Donc c'est parti. J'ai fait des randonnées, j'ai été dans la vallée de Lee, mais les villes étaient complètement vides. C'était encore plus vide que dans le littoral. Je veux dire, là, il n'y avait vraiment pas un chat dans les rues. Ça m'a un peu attristé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vie. Et donc après ce passage à Hoboken, je me suis dirigé vers Takamatsu pour découvrir donc là, le côté plus culinaire du Japon. Et j'ai pas été déçu sur place. Après Takamatsu, je devais donc remonter petit à petit vers la grande île du Japon, puisque mon passage commençait à toucher à sa fin. Donc au bout de quelques temples, des découvertes, puisque je pouvais pas faire les 88 temples, mais j'ai fait une bonne partie des temples. Et je pense que ça a été une très bonne découverte et aussi un bon apprentissage sur le côté zen, le côté très carré du Japon. Juste avant de partir de l'île de Shikoku, je voulais donc retourner sur le pont de Naruto, qui est un des plus grands ponts suspendus au monde. Et je voulais donc voir un magnifique lever de soleil et je devais trouver un spot. Bon bah voilà, je suis arrivé au spot. Je sais pas si vous allez voir à la GoPro, mais le lit est prêt. De passer ici une petite nuit avant de voir le lever de soleil. Donc voilà, qui est prévu pour 7h. Donc d'ici 7h. Parfait. C'est les matelas et masse. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, je viens de me réveiller. Je suis en train de ranger mes affaires. Et je suis actuellement
comme je l'ai prévu, avec ce beau lever de soleil. Et puis ça clôt mon passage ici sur l'île de Shikoku. Maintenant pour moi il est temps de revenir vers la grande île et de me diriger vers Kyoto, puis par la suite vers Tokyo. Et je voulais avoir donc cette dernière image de l'île avant de partir donc vers Kyoto. Donc pour moi les grandes villes ça a été quelque chose d'assez disproportionné par rapport à ce que j'ai vécu donc en campagne, que j'ai fait donc 0 rencontre. En campagne tous les jours j'avais quelqu'un qui venait discuter, qui s'intéressait à ce que je faisais. Là il y avait comme une barrière, les gens portaient des masques, étaient un peu intrigués par les étrangers, puisque c'est des villes où il y a vraiment beaucoup de touristes, donc les gens ne sont pas vraiment amenés à vouloir discuter avec les étrangers ou des inconnus même. Et donc c'est quelque chose qui m'a attristé, puisque moi je voulais vraiment parler avec les gens, savoir un peu leur quotidien. C'est vraiment des villes où malheureusement c'est métro, boulot, dodo, enfermé dans des cases, dans des bureaux, très codifiés, des choses que je vis pas dans mon quotidien, quoi. Moi je veux dire, je reste humain avant tout, j'aime parler aux étrangers, des gens que je connais pas, puisque c'est comme ça qu'on avance et qu'on apprend sur le monde. Mais là, c'était une barrière que j'ai pas réussi à franchir. Donc les grandes villes, j'aurais dû les faire peut-être avant, mais ça a été quand même une bonne expérience, puisque on parle souvent de la modernité du Japon. Et quand on va dans ces grandes villes-là, on se rend compte que c'est une modernité un peu décalée, puisque c'est une modernité qui est restée dans les années 2010. Donc on voit les enseignes avec une typographie similaire. Après quand je suis arrivé à Tokyo, là je suis resté 2 jours sur place, et donc là ça a été encore un step au-dessus par rapport à ce que j'ai pu remarquer à Kyoto, parce que Kyoto c'est une ville à peu près de 2 millions d'habitants. Là à Tokyo on est à 14 millions d'habitants. C'est encore beaucoup plus de monde, beaucoup plus de touristes, des plus grands buildings, des choses d'assez étouffant. Mais par contre, j'ai pu réaliser un rêve de gosse quand même. Tu rentres dans un building, tu vas à l'ascenseur, puis tu appuies sur le dernier bouton pour monter au dernier étage. Et donc c'est ce que j'ai fait, et j'ai pu donc admirer une vue imprenable sur Tokyo, avec ce coucher de soleil qui m'a donné le signal pour aller marcher dans cette ville et découvrir le monde de Tokyo la nuit, et de voir ces enseignes lumineuses et ces fameux lieux qu'on voit souvent dans les émissions télé ou sur internet. Et donc j'ai fait mon touriste. Donc après le Tokyo, c'était la fin de ce périple. Quand même, j'ai passé une quinzaine de jours sur place, et j'en ai retenu des enseignements. Donc maintenant, après cette aventure, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, je retourne en France, puisque là j'étais actuellement au Québec pour des études de cinéma, mais j'ai décidé de mettre un terme à cela, puisque je souhaite vraiment me concentrer sur ce défi qui est cette transatlantique à la rame. Le Québec, je ne quitte pas mes partenaires, ici Andréane, Émile, et aussi mes amis. Là c'est vraiment pour que le projet avance, aller voir directement les personnes en face à face pour essayer de négocier des sponsors. Sinon, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux projets et de nouvelles histoires. Bon allez, c'était Lubin, je vous dis à la prochaine, ciao!